Pourquoi il faut se méfier de la surcaractérisation? Quand on s'intéresse à la théorie du scénario, on arrive à un moment donné à la question des personnages. Comment on écrit un personnage, comment on le crée, le conçoit, et surtout le rend intéressant et plausible. Il existe alors des conseils, des recommandations et tout un panel de techniques que l'on appelle plus sommairement la caractérisation, car il s'agit très justement de caractériser un individu, de lui assigner des caractéristiques et un caractère qui le rendront pour le public vivant, intéressant à suivre et surtout aussi cohérent. Car c'est là un des enjeux majeurs de cette caractérisation, fixer des choses en amont pour s'assurer ensuite au fil des scènes d'une cohérence globale du personnage. Par exemple, Yves Lavandier dans la dramaturgie donne un exemple de caractérisation oubliée. Dans le film Quand Harry rencontre Sally, Sally est présentée comme une femme plutôt discrète, romantique et réservée. Or, tout en gardant majoritairement ses caractéristiques tout le long du film, il y a cette scène devenue culte où Sally, dans un restaurant, montre la capacité d'une femme à simuler un orgasme devant Harry et plein d'autres inconnus. Ce qui, selon Yves Lavandier, malgré l'effet comique certes réussi de la scène, n'est pas approprié et cohérent par rapport à ce qui est présenté du personnage dans le reste du récit. I'll have what she's having. La caractérisation arrive en amont de l'écriture à proprement dite du scénario. On y définit déjà s'il y a un élément trajectoriel, autrement dit un changement de personnalité, qui doit être justifié par un événement ou un processus dans le scénario. On y place des éléments de caractérisation, source d'obstacles et de conflits. Donc le personnage a des qualités mais aussi et surtout des défauts. Et même, on lui confère un objectif, ou plus largement, un plan de vie, qui doit le motiver dans ses actions de tous les jours. Et une fois tout cela soigneusement placé, le personnage peut presque vivre de lui-même. C'est un outil d'aide à l'écriture. Si on place par exemple que notre personnage est loquace et hypocondriaque, on sait qu'on pourra jouer de sa logorée, de ses obsessions d'hygiène dans toutes les scènes. Et donc, même une scène un peu molle, surtout présente pour transmettre une information, se verra comme un peu augmentée et rythmée par les éléments de caractérisation qui composent la galerie de personnages présents. Pour pas grand chose, on rend chaque personnage un peu unique, un peu différent, un peu vivant, chacun ayant alors des qualités et des défauts qui lui sont propres et on peut jouer avec pour des effets comiques par exemple. Moi j'aime bien prendre l'avion. Marqué la dernière fois, on a eu un problème. On a bien failli rester. C'est aussi une manière de s'assurer que tous les personnages ne sont pas que des doubles de soi-même, car c'est évidemment un risque en tant qu'auteur unique d'une même histoire de ne finalement placer que des alter-ego personnels, toute la galerie de personnages n'étant finalement qu'une déclinaison de différentes facettes de soi ou de son entourage, présentant à l'arrivée quelque chose d'un peu moins riche et de réduit par rapport à un travail de caractérisation initiale qui pourra puiser dans des caractéristiques insolites et rares. Parfois, il arrive d'assister à un faux dialogue entre deux personnages parfaitement d'accord et similaires, car cette discussion n'est finalement qu'un monologue scindé en deux, pour du dynamisme et éviter l'accusation d'égocentrisme. Or, la caractérisation permet justement d'éviter, ou au pire même de simplement camoufler ces dialogues avec des différences et des divergences placées en amont. D'ailleurs, c'est même parfois tout un type de scénario vu et revu. Créer en amont des personnages caractérisés de façon très différente, prétexter une situation qui les amène à se rencontrer, à être forcés d'interagir les uns avec les autres, puis voir ce que cela donne en laissant leur caractérisation être le moteur. Well, here we are. Un autre problème, c'est la création de gimmicks, surtout dans des séries à visée humoristique comme des sitcoms. On en vient à tellement retrancher des personnages dans leur côté archétypal pour l'effet comique facile. Le personnage bête dira toujours quelque chose de bête, on le voit venir à l'avance, cela fait partie de sa caractérisation. Le personnage gourmand va forcément manger le truc qu'il ne fallait pas manger, on le voit venir, et quand bien même ça marche pour créer du rire, on peut regretter de vite tourner en rond dans l'humour. It's the same thing a lot though. It's like my TV wife opens the fridge and it's like, what happened to the birthday cake? And I come out with like a little frosting. Like, what birthday cake? Encore un autre problème de cette caractérisation, c'est le côté dialogue de sourds, car à trop vouloir rendre unique des personnages et à trop forcer leur rencontre, on se retrouve avec des personnages qui ont si peu en commun et des objectifs tellement distants qu'il n'y a même plus de rencontre possible. L'humour créé repose juste sur une bizarrerie d'interaction impossible entre deux énergumènes si distants qu'il y a conflit à juste les mettre dans une même pièce. C'est quelque chose que j'ai pu observer notamment dans la série Unbreakable Kimmy Schmidt, où j'avais trop souvent l'impression que les personnages ne se parlaient pas. Chacun était dans son monde, dans son étrangeté, dans sa fulgurance, à tel point qu'il ou elle était juste là à revendiquer son existence, seul dans son coin. Et pour ma part, au contraire de me faire rire, je trouvais la série presque dystopique. Elle me présentait un monde où les gens étaient tellement retranchés dans un individualisme extrême qu'ils ne pouvaient plus ni sainement communiquer entre eux, ni être capables de vraiment faire société ensemble. Oh my golly, I threw this party to celebrate me, and everyone's making it about themselves.
Or, justement, l'un des paradoxes avec cette caractérisation est que la dramaturgie, à la base, invite beaucoup à l'existentialisme, à faire évoluer ses personnages en rapport avec d'autres, ou en mettant en avant comment un même personnage dans deux situations différentes verrait des caractères différents remonter à la surface. Là où la caractérisation, quand elle est trop respectée et poussée à l'extrême, accorde comme une sorte d'essence stable à ses personnages. Car un personnage peut être, par exemple, intelligent, manipulateur et dominant dans un certain contexte et face à certains personnages, mais dans un autre milieu être totalement différent, dominé, en retrait, à la ramasse pour prendre des caractéristiques opposées. Et là, quelque part, on touche mieux à la complexité des rapports humains, en montrant justement qu'une personne n'est pas par essence intelligente dans toute situation ou tout contexte, et qu'au contraire, son intelligence est situationnelle et construite et admise que dans un environnement très précis et conscrit, en fait. The truth is, ever since I met Kevin, I felt insecure in his world. I can't compete with these highly educated academics. I worry every day that I'll make one St. Augustine slip too many, and he'll realize I'm beneath him. C'est quelque chose qu'Octave Mirbeau avait compris et qui lui avait été reproché à l'époque. Quand il a monté Les Affaires sont les affaires à la Comédie Française, l'un des grands critiques dramatiques de l'époque, René Doumic, lui reprochait de s'être éloigné du modèle de la pièce bien faite, où il y a une unité d'action et où les personnages doivent être cohérents d'une scène à l'autre. Il pointe notamment l'invraisemblance du personnage principal Isidore le Chat, qui selon lui est bizarrement intelligent et manipulateur quand il s'agit de gérer ses finances, son domaine et ses affaires, mais de manière non logique, n'est en revanche pas assez intelligent pour voir que sa fille Germaine manigance quelque chose dans son dos. Aussi, il est à la fin dévasté par la mort soudaine de son fils Xavier, mais étrangement retrouve tout de même assez de lucidité et d'intelligence pour escroquer deux ingénieurs. Pour ce critique, il aurait fallu choisir. Pourquoi ce personnage paraît parfois bête et bouffon, mais à d'autres moments lucide et calculateur? Or, ce reproche était justement un point voulu par Mirbeau. Pour lui, la complexité du psychisme humain fait que ce dernier n'est jamais ancré dans des caractères fixes et immuables. Il n'y a rien de choquant selon lui à ce qu'un individu comme son Isidore le Chat soit dominant et manipulateur dans le cadre de son travail, mais beaucoup plus naïf et émotif quand il s'agit du cadre familial, car le rapport est tout autre. Le rapport père-fille ou père-fils crée des situations et des rapports différents, autres qu'un cadre patron-employé ou investisseur-ingénieur. Et c'est justement ce qui est intéressant, montrer qu'en changeant une géographie ou qu'en présence d'une sociologie d'individus que l'on perçoit et qui nous perçoit différemment, eh bien nous serons et nous agirons différemment. Mirbeau en parlait justement dans sa correspondance avec Tolstoï. Et je vais citer Pierre Michel, spécialiste de l'écrivain français, qui en parle en ces mots. Pour lui, les êtres obéissent bien souvent à des pulsions inconscientes, sont traversés de contradictions et sont aux prises avec une bousculade folle d'incohérences, de vertus funestes, de mensonges sincères, de vices ingénus, sentimentalité féroce et de cruauté naïve. Vouloir les soumettre aux règles d'une psychologie simpliste au nom d'une prétendue vraisemblance, c'est faire fi de la vie psychique et de la vérité humaine. J'ai connu des malheurs bien plus grands depuis pour que celui-là paraisse dérisoire. La vie remet les choses à leur place. Mirbeau avait fait cette constatation notamment à la lecture de Dostoïevski, car c'est un aspect qu'il a justement creusé dans son écriture, au travers de son œuvre. Car s'il plongeait beaucoup dans la psychologie de ses personnages, c'était justement pour mettre en avant des paradoxes profondément humains. Dans les carnets du sous-sol, on suit un fonctionnaire qui rentre dans une obsession voire fascination malsaine pour celui qui l'a humilié quelque temps plus tôt. Et le mot est fort, le protagoniste l'a certes perçu comme tel, mais c'était une humiliation très légère, puis qui, plus tard, va au contraire mépriser et rejeter la seule femme qui voit des qualités en lui et qui l'aime. L'auteur russe explore ce sentiment humain très paradoxal sur le papier, admirer la personne qui nous rejette et dédaigner celle qui nous respecte trop. Investir donc beaucoup trop de temps pour la personne néfaste au détriment de celle qui est bien pour nous. L'attrait perpétuel pour l'inatteignable, ne pas se satisfaire d'un événement longtemps rêvé qui advient. Toutes ces choses sont, sur le papier, incohérentes, oui, mais existent pourtant bel et bien dans la psyché humaine. Comme Dostoïevski le conclut, nous lisons le journal d'un amateur de paradoxes. Bien sûr, il ne faut pas rejeter toute caractérisation. Là où je dis qu'il faut s'en méfier, c'est quand elle est appliquée de façon trop simpliste, qu'elle nie la complexité et qu'elle est juste appliquée trop doctoralement par la facilité d'écriture qu'elle permet. D'ailleurs, à bien des égards, Isidore le Chat, le protagoniste de la pièce de Mirbeau, est un personnage caractérisé. Il est intelligent quand il s'agit d'affaires et d'argent, et pas nécessairement dans d'autres cas. C'est pour ça qu'il importe surtout de bien situer et de circonscrire la caractérisation, ne pas la placer seulement à l'échelle d'un individu, mais plus dans un contexte socio-culturel. Celle-ci existe en fonction d'autres personnages et en fonction d'un milieu. Madame Collier affirme que vous vous désintéressiez de Lily et d'elle. Vous ne vous êtes pas rendu aux obsèques de l'enfant non plus. Comment comprendre tout ça, monsieur Dumontet ?
Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, c'était trop loin les obsèques. J'ai pas pu y aller.